La délocalisation de Matignon dans le département du Cher, c'est l'objet de notre premier débat de Sénat 360. Et j'accueille sur le plateau mes invités. Mathieu Darnaud, bonjour, sénateur Les Républicains de l'Ardèche, bienvenue sur le plateau. Face à vous, Didier Rambaud, sénateur La République En Marche de l'Isère, bonjour. Jean-Luc Fichet, sénateur socialiste du Finistère, bienvenue sur le plateau. Et enfin, j'accueille Jean-Baptiste Fauré, rédacteur en chef délégué de la Gazette des communes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors déjà, on va parler de la démarche. S'installer dans un département 3 jours, est-ce que c'est utile ou c'est juste un coup de communication, Mathieu Darnaud? Oui, c'est utile. C'est même nécessaire de prendre le pouls de nos territoires, de venir à la rencontre de celles et ceux qui vivent sur ces territoires. Mais plus que cela, je crois qu'aujourd'hui, l'ardente obligation du gouvernement, c'est d'entendre nos concitoyens et les élus qui vivent sur ces territoires. Donc, sur la démarche, oui, elle me semble positive. Maintenant, c'est le fond que nous attendons. Didier Rambaud, avant que vous vous installiez sur le plateau, on a vu, c'est pas une démarche nouvelle, c'est pas Nouveau Monde. Les précédents quinquennats, il y avait déjà eu ces initiatives, aller finalement prendre le pouls des territoires. Je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, depuis le début de ce quinquennat, c'est au moins la deuxième fois. Il y a eu une conférence nationale des territoires délocalisée à Cahors. Le président de la République l'a fait à 2 reprises, dans l'Orne et puis aussi dans les Vosges. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, ce sont des moments de rencontre, d'écoute, d'échange, de propositions et puis aussi d'évaluation de ce qui aurait pu être annoncé il y a quelques mois. Regardez aujourd'hui où est-ce qu'on en est, effectivement, pour faire avancer, écouter nos territoires. Jean-Luc Fichet, on a entendu François Pillet qui disait que ça permet aussi aux élus locaux de transmettre directement les messages aux autorités, au Premier ministre en l'occurrence. Bien sûr, vous posez la question, est-ce que c'est une nécessité? Je pense que oui. Est-ce que c'est de la communication? Je pense que c'en est beaucoup. Et je pense malgré tout que c'est effectivement très important. Je crois, ce que disait François Pillet tout à l'heure est aussi très, très juste. Ce que l'on attend, nous, c'est de la considération pour les élus locaux. Qu'on les entende, parce que les élus locaux sont les mieux placés pour pouvoir parler de leur territoire et dire ce qui manque. Et c'est vrai que si on va simplement sur la question du transport, qui est beaucoup d'actualité aujourd'hui, et on sait très bien que nos territoires éloignés, le Cher est un département qui est surtout concerné par la question du transport, aussi pour son développement, ce sont des choses qui sont à prendre en compte et sur lesquelles il est absolument nécessaire d'avoir des politiques offensives. Jean-Baptiste Fauré, c'est la deuxième fois du quinquennat. Est-ce que c'est un coup de communication quand même, dire finalement au territoire, on vous écoute, on vous entend? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quand même besoin de faire un peu de pédagogie. Les relations aujourd'hui sont quand même pas très très bonnes entre le pouvoir et les élus locaux. Le pouvoir apparaît quand même un peu comme le gouvernement des métropoles. On parle beaucoup du président des métropoles. On sait qu'avec la mondialisation, il y a une forte métropolisation, une concentration des richesses, de l'économie, de la connaissance dans les grands centres urbains. C'est là où Emmanuel Macron a réalisé ses meilleurs scores à la présidentielle. Il a du mal à se défaire de cette étiquette qui lui colle comme le sparadrap du capitaine Haddock. Mathieu Darnaud, vous, justement, c'est l'angle un peu d'attaque des Républicains, dire finalement Emmanuel Macron, c'est le président des villes, il ne s'intéresse pas aux campagnes, toutes les mesures pénalisent les territoires ruraux. Est-ce que là, finalement, il vous tord le bras, Édouard Philippe, en montrant que finalement il est au chevet de ces territoires? Écoutez, Jean-Luc Fichet l'a dit, ici c'est un coup de com', exclusivement un coup de com', et malheureusement, on a dit il y a eu 2 déplacements. Quand on voit ce qu'a donné le premier, on peut être inquiet s'agissant de la capacité d'écoute du gouvernement. Alors oui, c'est un exercice qui est nécessaire. Maintenant, il faut qu'au-delà de la visite, les élus et les acteurs locaux des territoires soient entendus. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Je le dis vraiment de façon à la fois grave, parce que ce sont ces territoires qui ont besoin à la fois de considération, d'écoute et d'action. Quand je vois les mesures sur les transports, ça vient d'être évoqué, s'agissant de la mesure des 80 km/h, quand je vois la problématique de la fiscalité, quand je vois le désintérêt des mesures qui sont prises et des initiatives parlementaires, il y a encore
encore quelques semaines, nous avons débattu ici de la question de l'eau et de l'assainissement, qui est très anxiogène pour les élus de nos territoires, parce que derrière, ce qui est tout de suite impacté, c'est l'avenir, le prix de l'eau pour les concitoyens qui vivent dans ces territoires. Et que le gouvernement, après s'être essayé à un effort de concertation, à balayer finalement nos propositions au Parlement d'un revers de manche. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce que nous appelons de nos voeux, et c'est pas simplement les Républicains ou des différentes tendances, c'est unanimement, je crois que les élus locaux dans les territoires ont besoin d'être entendus et ont besoin que leurs aspirations soient relayées dans les faits par le gouvernement. Didier Rambaud, vous entendez cette attaque, finalement le gouvernement n'écoute pas le Sénat, qui est la chambre des territoires, et il va sur place écouter finalement se faire sa propre opinion sans reprendre les initiatives sénatoriales. On va essayer de sortir peut-être des caricatures un peu stériles. Bon, quand Jacques Mézard s'exprime, ministre de la Cohésion des Territoires, on dit que c'est un rural et que donc il n'écoute pas bien les quartiers défavorisés. Bon, je pense que dire que Macron, président des métropoles, d'abord... quand on regarde une métropole, c'est pas si simple que ça. Hein. Je trouve qu'il faut sortir un peu de ces dichotomies métropole, les riches, le rural, les pauvres. Je suis dans un département où la métropole grenobloise, elle est très diversifiée. Hein. Vous avez, y compris à Grenoble, vous avez autour de Grenoble des communes isolées, des communes de montagne, et puis vous avez aussi dans les secteurs ruraux où il y a une certaine qualité de vie. Quand j'ai entendu dire par Mathieu Darnaud qu'il n'y a pas eu de suite après la première conférence des territoires décentralisés à Cahors, il y a eu un accord historique avec les opérateurs de téléphonie, hein, qui a permis, et oui, avec des objectifs concret de résoudre toutes les zones blanches d'ici 2020, l'arrivée de la 4G. Bon, voilà une mesure concrète qui a été annoncée. Et effectivement, maintenant, ces futurs conseils des ministres décentralisés, c'est l'objectif, c'est d'évaluer, savoir effectivement est-ce que ça suit ou pas. Là, effectivement, c'est notre rôle de parlementaire. Et quant au Sénat, la Chambre des territoires, je soutiens. On doit se faire entendre, y compris moi, membre de la majorité présidentielle. Je n'hésiterai pas à le dire si effectivement il faut alerter sur tel ou tel point. Jean-Luc Fichet, sur ce gouvernement qui écouterait peut-être pas assez justement les représentants des collectivités que sont les sénateurs. Absolument. D'ailleurs, on le voit sur un certain nombre de sujets. Alors, le dernier étant les 80 km/h, où il y a un rapport du Sénat que j'ai contribué à écrire. On attend de rencontrer le Premier ministre pour lui en parler, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Bon, j'espère qu'on sera entendu. Et le département du Cher, 98% des routes sont bidirectionnelles. Vous imaginez un petit peu que la conséquence que les 80 km/h, tels qu'ils sont posés aujourd'hui, peuvent avoir comme conséquence. Ce que je voudrais dire, sur les quartiers défavorisés, c'est bien d'en parler parce que la problématique du monde rural rejoint quelque part la problématique des quartiers défavorisés. C'est des territoires délaissés de la même manière. Ils ne sont pas sujets d'intérêt par notre président aujourd'hui, qui les connaît bien mal, et par l'ensemble du gouvernement, avec les conséquences que l'on constate. Moi, je pense aujourd'hui que si on ne travaille pas à amener de la matière grise, quand je dis matière grise, ça veut dire des intellectuels, des ingénieurs, des développeurs, des innoveurs, des gens qui mènent des vraies politiques culturelles, qui viendront confirmer aux élus locaux que toutes les initiatives qu'ils ont prises jusqu'à aujourd'hui sont bonnes et que ça permet d'avoir de l'attractivité du territoire. Si on ne fait pas cela, à mon avis, on est condamné à moyen terme. Il nous faut des gens qui viennent nous aider à avoir du plaisir à vivre chez nous et à prendre des initiatives en matière économique, mais aussi culturelle, sociale, environnementale, etc. Et ça nous fait gravement défaut. Et c'est très clairement illustré par la problématique des déserts médicaux, par exemple. Aujourd'hui, l'absence de médecins dans nos territoires et de spécialistes, moi j'appartiens à un secteur, Morlaix, où un secteur de cardiologie va fermer dans un hôpital important, et on voit bien toutes les conséquences qu'il y a. On a vu qu'Édouard Philippe visitait justement une maison médicale dans le département du Cher. Alors Jean-Baptiste Fauré, le Premier ministre, il est aussi confronté à ces polémiques. On a commencé à évoquer les 80 km/h dans les territoires ruraux. C'est la mesure la moins populaire qu'a pris le gouvernement. Oui, ça grince beaucoup dans les territoires ruraux. C'est une mesure qui porte précisément la marque d'Édouard Philippe. Hein. D'après ce qu'on sait, c'est Édouard Philippe, son cabinet, qui ont imposé cette mesure-là. Là, on n'est pas dans le... Ils l'ont imposé même à Emmanuel Macron. Oui, on n'est pas du tout dans la présidence jupitérienne pour le coup. Donc c'est l'un de ses marqueurs. Il semble quand même pas décidé à lâcher prise sur ce sujet-là à l'occasion de ses déplacements. On a vu les sénateurs faire un certain nombre de propositions. Juste avant, on avait eu les présidents
présidents de département qui étaient montés au créneau. Et il semble que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, le Premier ministre et Emmanuel Macron restent droit dans leurs bottes. Pardon. Alors, un des autres sujets, il y a ces 80 km/h. Là où les élus locaux, ils ont besoin d'être rassurés, c'est vraiment sur les finances des collectivités. Mathieu Darnaud, là, c'est là où, finalement, les départements, ils auront besoin d'un peu de visibilité pour lancer des maisons de santé. Ça ne se fait pas en un an, etc. C'est ça, finalement, que vous demandez ? Oui, et aujourd'hui, force est de constater qu'on ne l'a pas, cette visibilité. Alors, on attend les conclusions du rapport Richard Burr et surtout savoir ce que va en faire le gouvernement. Moi, j'observe que s'agissant des communes, notamment aujourd'hui, on a des pistes, notamment par rapport à la possibilité d'avoir le produit de la taxe foncière, mais tout ça, ça s'écrit en pointillé. Et aujourd'hui, on est un peu plus qu'à mi-mandat et nombreux sont les élus locaux qui sont dans une posture très anxiogène parce qu'ils ne voient pas comment s'écrit l'avenir au niveau des finances locales. Et tous les sujets qu'on aborde, je dis bien tous les sujets qu'on aborde, à commencer par celui de la désertification médicale. Vous savez, moi je viens d'un département, 330 000 habitants, l'Ardèche, vous parliez des 80 km/h, on n'a pas 1 km d'autoroute, pas 1 km de rail pour du transport ferré de voyageurs, on n'a même pas de 2 fois 2 voies. Donc la mobilité, on connaît bien, la désertification médicale, on connaît bien aussi. Le pendant de tout ça, c'est que si on n'a pas une visibilité claire au niveau budgétaire, au niveau financier pour les élus, aucun problème ne peut trouver d'issue ou de solution. Et moi, je suis vraiment désolé de voir que s'agissant de cette problématique de la fiscalité, aujourd'hui, on n'a pas de vision claire. Quand le président de la République dit et affirme qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire, alors qu'on voit que l'une des pistes dans le rapport Richard Burr, c'est un impôt citoyen, qu'on ne sait pas comment on va trouver les 9 milliards pour compenser le manque de la suppression de la taxe d'habitation, oui, on est dans le flou. Et les élus, je le dis, au-delà d'une visite gouvernementale de 3 jours, ont besoin d'être rassurés sur ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire. Didier Rambaud, est-ce que vous entendez la même inquiétude des élus locaux dans votre département, l'Isère ? Oui, tout élu local souhaite avoir de la visibilité sur les prochaines années. Je voudrais quand même fermer la parenthèse des 80 km/h, parce que, soyons un peu sérieux, est-ce que le devenir, le développement local de nos territoires passe par cette histoire des 80 km/h ? Non, je crois que ça c'est une affaire de quelques élus. Très franchement, moi, sur mon territoire, j'ai pas senti une levée de bouclier, des élus vent debout face à cette mesure. Et puis je crois qu'il faut relativiser. On est d'abord, avant tout, sur un sujet de sécurité routière. Je crois qu'il faut en revenir. Revenons à l'essentiel. Et sur la fiscalité ? Sur la fiscalité, écoutez, d'abord, il y a eu un engagement qu'il fallait respecter, qui était la suppression de la taxe d'habitation, qui avait un double objectif. D'abord, cette taxe. On ne sait toujours pas par quoi elle est remplacée. Oh, il y a des pistes. Je crois que c'est pas anticipé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, il faut. C'est une annonce qui n'était pas prévue. Si, elle était prévue, ça elle était annoncée. Oui, mais le quand même. Dans la compensation, je veux dire. Dans la compensation, ce qui ne suffit pas, et aussi l'actualisation, parce qu'il ne faut pas tomber dans les travers des années précédentes, où quand on supprimait une taxe, la taxe professionnelle, elle était effectivement compensée, mais gelée. Et là, je crois qu'effectivement, et c'est notre rôle de parlementaire, d'être vigilant, que cette future compensation soit aussi actualisée. Il y a des pistes, voilà. On parle effectivement d'un transfert de la taxe départementale du foncier bâti vers le bloc local, un retour de TVA ou de CSG. Bon, laissons la mission nous présenter ses propositions dans les prochaines semaines. Et à l'automne, la question sera réglée. Et puis je crois qu'aussi cette question de la taxe d'habitation, enfin, elle va nous permettre d'amorcer cette réforme de la fiscalité locale dont on parle tant depuis 20-30 ans. Et je crois que là déjà, ça va être une amorce d'une nouvelle, je dirais presque révolution en matière de fiscalité locale. Jean-Luc Fichet, vous appelez vos voeux cette révolution fiscale locale, mais vous dites qu'il faut que ça aille un peu plus vite. Il y a urgence à faire cette révolution fiscale locale, bien évidemment. Bon, l'histoire de la taxe d'habitation, c'est une bonne chose. Alors maintenant, effectivement, comment elle va être financée, c'est ça la question. On voit aujourd'hui, par exemple, que les résidences secondaires vont faire l'objet d'une attention un peu plus particulière des élus locaux. Parce que vous savez que la taxe d'habitation, les collectivités vont pouvoir faire une taxe d'habitation additionnelle. Et donc aujourd'hui, on a des grandes agglomérations qui vont appliquer une taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui vont aller jusqu'à 60%. Donc c'est considérable. Alors ça veut dire que d'un certain côté, ça efface
l'action de suppression de la taxe d'habitation. Maintenant, moi, ce que je revendique, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de l'argent, mais il y a aussi la question de est-ce qu'on peut travailler à plus de décentralisation, revenir sur des problèmes de décentralisation, d'expérimentation. Est-ce qu'on peut faire, ce que je disais tout à l'heure en préambule, faire confiance aux élus locaux, les considérer. Alors, c'est bien de passer quelques jours comme ça dans le Cher. Moi, je suis complètement d'accord. Hein. Mais il faut que le Sénat, dont c'est la mission, soit entendu dans l'action au quotidien qu'il produit et tout ce qu'il porte, justement, de la réalité des collectivités, de la plus petite à la plus grande. On a aujourd'hui l'intercommunalité qui fait un travail phénoménal. Et donc, moi, je souhaite que les intercommunalités, comités d'agglomération, etc., soient aujourd'hui entendues comme des partenaires et ne soient pas privées de moyens et aient le droit à l'expérimentation, comme je disais tout à l'heure. Jean-Baptiste Forêt, on entend en creux la critique sur la recentralisation. C'est une critique qu'on entend beaucoup, qui est faite à ce gouvernement, finalement, moins laisser les initiatives locales. Alors c'est une critique qui est pas nouvelle, hein. C'est une critique qu'on entend depuis une dizaine d'années. On a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, maintenant Emmanuel Macron, mais effectivement, enfin c'est objectif, on assiste à une recentralisation sur les questions de finances locales. La part salaire de la taxe professionnelle a été supprimée au début des années 2000. Alors là, c'est vraiment la préhistoire, on va parler de Dominique Strauss-Kahn. La dernière part a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a supprimé, enfin peu ou prou, dans sa campagne la taxe d'habitation et annoncé cela. Il a joué très très clairement la population contre les élus locaux et aujourd'hui c'est à son gouvernement de se débrouiller et on ne trouve pas la solution. On ne trouve pas la solution et la fiscalité locale aujourd'hui elle n'existe plus ou presque. C'est ça l'enjeu. Bien sûr. Mathieu Darnaud, il n'y a plus d'autonomie fiscale pour les collectivités ? Il y en a de moins en moins et c'est une véritable problématique sur la question de la subsidiarité, de l'autonomie fiscale des collectivités. C'est un vrai sujet et je fais mien les propos qui viennent d'être tenus. C'est-à-dire qu'on a une véritable, peut-être plus que sous les quinquennats précédents, recentralisation. C'est factuel et malheureusement, ça crée encore un peu plus d'inquiétude chez les élus locaux parce que sans cette autonomie fiscale, on voit mal comment on mène à bien les projets qui ont été finalement le socle sur lesquels les élus ont été justement désignés en 2014, s'agissant des maires ou pour les élus départementaux et régionaux. Donc je crois qu'il y a urgence, à voir un peu plus clair dans les mesures fiscales telles qu'elles se dessinent, les mesures budgétaires. Et puis, je crois qu'il y a un vrai besoin, je le dis, d'écoute. Moi, je siège à la Conférence nationale des territoires. Je suis désolé de le dire, je ne partage pas ce qui a été dit par mon collègue Rambaud. Non, le gouvernement n'écoute pas. Cette question que j'ai évoquée de l'eau et de l'assainissement, on n'a pas du tout été entendu. Pour autant, il y a eu un groupe de travail. Bien sûr, la question du désenclavement numérique, mais ça, c'était des choses qui étaient pour partie déjà engagées. Et attendons de voir en 2020. Je dis bien attendons de voir. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est des mesures claires et précises qu'on peut vraiment mettre en place tout de suite. Et s'agissant, dernier point, de la désertification médicale, pardon, s'il y a un sujet qui est urgent à traiter, c'est celui-ci. Parce que là, la sanction, elle va être immédiate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens constatent qu'il y a déficit extraordinaire dans la ruralité, voire dans l'hyper-ruralité, en termes de présence médicale. Et malheureusement, on va vers une dévitalisation de tous ces territoires. Donc là encore, je pense qu'il y a une priorité nationale, je le dis bien nationale, et il faut que le gouvernement s'attaque à ce problème, comme à celui de la dépendance également. Donc là, on ne sent pas véritablement une volonté, au-delà de la visite et ce qu'on a salué les uns et les autres, du gouvernement d'agir en profondeur et dans l'urgence. Didier Rambaud, on a vu Édouard Philippe, il était dans une maison de santé aujourd'hui. C'est ça qu'il faut développer pour maintenir les services de santé dans les... Oui, d'ailleurs, je suis un peu surpris de voir avec quelle véhémence vous dénoncez un peu tous ces problèmes. Ils ne sont pas arrivés depuis 6 mois quand même. D'accord. C'est vrai. 2009, Roselyne Bachelot. D'accord. La loi hôpital, patient, santé, territoire. Voilà. J'ai entendu parler d'absence de trains dans certains départements. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, c'est multiplié. Oui, bon, voilà, la désertification médicale, bah oui, on paye... Mais est-ce qu'il ne faut pas imposer
imposer des médecins de s'installer dans certaines zones, aller plus loin? Que ça soit malheureusement la solution, hein, la coercition. Bon, voilà, ça a été un petit peu expérimenté, une idée qui a été avancée. Bon, moi, je fais confiance au projet de création de maisons de santé. Bon, on sait que si vous n'avez pas de médecin à mettre dedans, je suis d'accord. Pardon, cher collègue, mais oui, ça ne sert à tout à rien. fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ça ne sert à rien. Et vous savez combien de temps il faut pour former un médecin? 10 à 12 ans. Donc ils vont pas arriver demain matin comme ça. Voilà. Et puis la profession elle a changé, elle s'est beaucoup féminisée. C'est fini l'époque où on connaissait les médecins disponibles 24 heures sur 24, y compris les week-ends. Donc il faut une application médicale. Hein, donc où j'ai produit effectivement un certain nombre d'analyses sur ce qui se passe sur nos territoires. C'est pas récent, je suis bien d'accord. Il y a la question du numerus clausus, je suis d'accord. Voilà. Mais il y a aussi le fait que, bien évidemment, il faudra poser la question de la coercition. Ça, c'est évident que si demain, on ne contraint pas un minimum où les jeunes médecins, etc., à s'installer sur les territoires éloignés. Il y a des propositions qui sont avancées. L'idée de création d'un service sanitaire pour des étudiants en médecine aussi. Absolument. Voilà. Je pense que concrétiser. Voilà. C'est des options qu'il faut travailler parce que ça va être une partie de la réponse. Ce n'est pas la réponse, mais ça va être une partie de la réponse. Et je crois que là-dessus, on a un vrai travail à faire. Et c'est urgent. C'est absolument urgent. Parce que on a des gens qui sont aujourd'hui à 3/4 d'heure, 1 heure du premier médecin. Donc, on voit derrière. Mais je reviens sur le fait que c'est le signe. Moi, je pense que, quand je parle de matière grise, je pense qu'aujourd'hui, nos territoires souffrent du manque de leaders, d'ingénieurs, de gens qui viennent s'installer chez nous parce qu'ils ont une image qui est de plus en plus négative. Non. Et donc, et ça s'éloigne. Faut pas caricaturer. Non, mais si. Et on s'éloigne. Vous tirez pas dans le pied en disant ça. Vous dites que dans vos territoires, on n'a pas envie d'y aller. Parce que c'est vrai. Non. Nicolas Sarkozy avait dit un jour: qui veut être médecin à Morlaix? Je ne sais pas si vous imaginez la formule du président de la République qui dit à un moment donné... Je suis passé en vacances à Morlaix, c'est très agréable. Et je le confirme. Sauf qu'on a aujourd'hui tout un service de cardiologie qui ferme. Et derrière le service de cardiologie, ça veut dire que c'est l'hôpital qui est mis en péril. Et ça, c'est extrêmement grave. Et sur les 80 km/h, c'est comme la température. Vous savez, il y a la température réelle et la température ressentie. C'est vrai qu'en matière de 80 km/h, le temps... En réalité, ce n'est pas une vraie perte de temps. Ce qui est ressenti, c'est que nos territoires, par cette mesure-là, sont un peu plus éloignés encore des grands centres de décision. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est là peut-être où il faut faire de la communication, de la pédagogie, etc. Par ailleurs, sur les objectifs, on est bien d'accord sur le fait que réduire la mortalité, c'est un objectif que l'on partage totalement. Jean-Baptiste Forêt, on a entendu toutes ces inquiétudes des territoires ruraux. Le gouvernement, Emmanuel Macron, ils sont à la bagarre pour aller reconquérir. On a vu Emmanuel Macron dans l'Orne, on voit Édouard Philippe. On voit que finalement, maintenant, il y a une attention particulière, peut-être qui n'avait pas été assez faite au début du quinquennat. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je suis pas totalement convaincu. Enfin, là, on attend toujours la mesure phare, emblématique, qui pourrait rebooster ces territoires. Enfin, la politique vit quand même aussi de marqueurs, de totems. Et aujourd'hui, il manque cette oriflamme-là du côté d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Et c'est la même chose. Enfin, vous parliez des banlieues, et c'est un sujet qui est intéressant parce que vous preniez en quelque sorte la convergence des luttes entre les élus ruraux et les élus de banlieue. Et les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça, parce qu'on voit sur les questions d'éducation que le gouvernement a mis le paquet sur les banlieues. On a des classes de 12 élèves en CP. Et d'un autre côté, on a des classes en milieu rural qui ont parfois tendance à fermer. Pas toutes, loin de ça. Non. Loin de là, pardon. C'est parce qu'il y a moins d'élèves aussi. Pas toutes, loin de là. Et on sent qu'il y a quand même une opposition parfois un petit peu latente entre le rural et l'urbain. Entre le rural et l'urbain, et parfois entre les banlieues métissées et la France périphérique des petits blancs, pour faire vite. Très vite. Désolé, messieurs. Cette coupure rurale, urbain, elle n'existe plus, c'est fini. On va s'arrêter sur ça. Notre géographie est beaucoup plus compliquée. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur ce plateau. On parle régulièrement de ces sujets. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. L'Association des maires de France veut faire inscrire dans la Constitution un certain nombre de pouvoirs des communes. L'inscription de l'autonomie financière et de la clause de compétence générale sont notamment réclamées par l'AMF. Les explications d'Adrien Develay. Ni recentralisation, ni mise sous tutelle.
Avec les propositions remises au gouvernement et au président du Sénat et de l'Assemblée nationale, les maires de France demandent des garanties sur l'autonomie des communes. Pour nous, il est primordial de garantir dans la Constitution la place et le rôle de la commune. L'AMF propose tout d'abord d'assurer la place de la commune dans la Constitution. Celle-ci passerait par la reconnaissance du principe d'autonomie financière et fiscale des collectivités, soit la capacité des communes de gérer leur propre budget. L'action du maire devra aussi être rappelée dans la Constitution. Les maires demandent également l'inscription de la clause de compétence générale qui permet aux mairies de prendre des initiatives dans n'importe quel domaine. La question des finances est une priorité pour l'AMF. Celle-ci demande que soit garantie par la loi l'impossibilité d'alourdir la charge publique des collectivités. Elle demande aussi que toute nouvelle mission ou compétence des collectivités soit accompagnée de nouveaux moyens financiers. Enfin, l'association rappelle son opposition au projet de limiter le cumul des mandats dans le temps pour les élus des villes de 9000 habitants et plus. L'Association des maires de France demande que ce projet soit purement et simplement abandonné. Le projet de révision constitutionnelle doit être examiné le 9 mai en Conseil des ministres. La constitutionnalisation des pouvoirs des communes, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Tam Tranui interview Philippe Laurent, secrétaire général de l'AMF. Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de ce que l'AMF a dévoilé la semaine dernière, ses propositions pour la révision constitutionnelle. Mais tout d'abord, quelles sont vos relations avec l'exécutif? Elles étaient très tendues à l'automne. Est-ce que le dialogue a été renoué depuis? Écoutez, vous savez, d'abord sur les demandes que nous formulons, qui ont été très bien résumées par le sujet précédent, ce sont simplement des choses que nous avons déjà dites, mais que nous disons depuis toujours pratiquement. Et nous les avions d'ailleurs dites fortement lorsque nous avions reçu l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle en mars dernier. D'Emmanuel Macron, absolument. Ce sont des demandes qui sont permanentes, qui sont cohérentes et qui sont totalement en lien avec l'histoire des communes de France. Et cette histoire des communes de France, c'est une histoire de relations et de partenariats étroits avec l'État, toujours. Vous savez, le système français, il fonctionne en fait sur une espèce de double pied entre l'État d'un côté et la commune de l'autre. Nous sommes un des rares pays au monde où les maires, il y en a un peu partout, mais en France, le maire est le représentant de l'État sur son territoire. Ça veut donc dire quelque chose, ça veut donc dire que la commune, c'est un peu plus qu'une collectivité territoriale, c'est une partie même de l'institution d'État. C'est pour ça que sur l'importance de la commune, mais oui. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui avec Emmanuel Macron? C'est la raison pour laquelle nous voulons des partenaires totalement loyaux vis-à-vis de l'État, toujours sous tous les gouvernements, sous tous les présidents de la République. Ça a toujours été le discours de l'AMF. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler simplement que lorsque l'intérêt national et l'intérêt général est véritablement en jeu, par exemple lors des événements tragiques liés par exemple au terrorisme, les maires ont toujours répondu présent et l'État sait pouvoir compter sur eux pour prendre les mesures organisées en collaboration avec lui et avec ses collaborateurs, donc les choses pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc compter sur l'État. Ça se passe bien. Et nous avons donc ce partenariat institutionnel fort. Mais simplement, aujourd'hui, nous sommes inquiets par cette forme de détachement que montre en tout cas une partie de l'État, pas l'État en totalité bien sûr, parce que l'administration territoriale de l'État est évidemment toujours proche des maires, mais nous sommes un peu inquiets sur ce détachement, comme si une partie en réalité de l'exécutif ne comprenait pas véritablement l'intérêt qu'il y a précisément à avoir ce partenariat étroit entre l'État et les communes. Un détachement du président de la République, pour être clair? Président de la République, c'est pas le seul. Il y a aussi un certain nombre de ministres qui ne semblent pas très bien connaître ce que je viens de rappeler, qui sont des fondamentaux de la vie institutionnelle française. Le Premier ministre, il les connaît. Nous attendons de lui... ex-maire du Havre. Oui, ex-maire du Havre. Et puis il y a d'autres anciens maires, d'autres personnalités qui ont été maires dans le gouvernement. Donc nous avons des relations, j'allais dire, tout à fait normales et constructives avec un certain nombre d'entre eux. Ce qui nous inquiète encore davantage, si vous voulez, c'est en réalité le poids
que pèse l'administration, notamment des finances, sur l'ensemble de l'action gouvernementale. Nous avons le sentiment parfois que tout est exclusivement axé sur la maîtrise de la dépense publique. C'est d'ailleurs un objectif que nous ne réunions pas. Cela ne date pas d'Emmanuel Macron. Cela fait des années que l'objectif de dépense publique, réduction de la dépense publique pèse sur les collectivités, notamment les communes. Là, l'influence quand même et le poids de Bercy se fait beaucoup plus sentir que par le passé. Parce que vous savez, dans l'action gouvernementale, il y a évidemment la maîtrise de la dépense publique, c'est important. Et en face de cela, il y a la volonté politique de faire un certain nombre de choses et notamment de venir en soutien à l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur situation. Et il faut que ces deux forces, en quelque sorte, s'équilibrent pour qu'on aboutisse à une politique qui soit à la fois réaliste, mais qui soit aussi ambitieuse, notamment sur le plan social. Aujourd'hui, il faut dire que la balance nous semble un peu déséquilibrée du côté de Bercy. Oui, effectivement, vous avez été échaudé par un certain nombre de mesures. Oui. La suppression de la taxe d'habitation, la demande de nouvelles économies à la hauteur de 13 milliards d'euros sur 5 ans, oui. Le coût de rabot de 300 millions aux dotations en 2017. D'ailleurs, François Baroin avait dit « Le principe de libre administration des collectivités est-il encore de mise ?» Est-ce que vous pensez aussi que ce principe est aujourd'hui en danger ? Écoutez, il est en danger en ce sens que d'abord les normes continuent évidemment de s'accumuler sur les actions que nous menons. Donc ça, c'était une première chose. Et puis surtout sur le plan financier, une des grandes interrogations, vous l'avez dit, c'est la question de l'autonomie, pas seulement financière, mais aussi de l'autonomie fiscale. C'est-à-dire, voilà, est-ce que nous ayons la possibilité d'utiliser l'argent qu'on nous donne, qu'on nous donne d'une manière relativement libre est une chose, mais qu'on ait la possibilité de maîtriser donc l'impôt, c'est-à-dire la ressource, ça c'est autre chose. Ça fait partie, par essence, de la responsabilité politique qui est la nôtre. Au cœur de vos inquiétudes, il y a la taxe d'habitation. Voilà. Alors ce que nous demandons, en effet, c'est que tout impôt supprimé ne soit pas remplacé par une simple dotation, dont on sait d'ailleurs que dans la durée elle ne tient pas, mais soit remplacé par un impôt. Ou une part d'un impôt déjà existant. Mais en tout cas, qu'il y ait cette réflexion-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions entendu le Premier ministre, c'était au mois de juillet dernier, lors de son discours de politique générale, dire que la suppression de la taxe d'habitation ne commencerait qu'en 2019, pour qu'en 2018, nous ayons le temps de réfléchir au système de substitution. Ça n'a pas été le cas, parce que le président de la République a décidé que c'était tout de suite. Donc il a décidé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes pressés par le temps, tous, pas uniquement les élus naturellement, mais aussi le gouvernement, nous sommes pressés par le temps pour trouver un système qui soit à la fois équitable pour l'ensemble des collectivités, pour l'ensemble des contribuables. D'ailleurs, des pistes sont évoquées, oui. On parle de la TVA, on parle de la CSG ou encore un transfert de la taxe foncière qui va aujourd'hui au département. Oui. Pour vous, quelle serait la meilleure des solutions ? Alors là, vous parlez des pistes qui sont évoquées dans un rapport qui va être remis prochainement par Dominique Bure et Alain Richard, le sénateur Alain Richard, et avec lesquels nous avons d'ailleurs travaillé en toute confiance. On a évidemment regardé tout ça, discuté avec eux des propositions. Il est clair que le transfert du foncier bâti vers le bloc local, c'est-à-dire vers les communes et les intercommunalités, ce transfert de foncier bâti pourrait être une partie de la solution, mais à condition, et ça nous y tenons vraiment, que les départements eux-mêmes puissent avoir une compensation sous forme d'un impôt. Parce que les départements aussi ont droit, ils doivent avoir aussi un seuil minimum d'autonomie fiscale. Je vois bien la différence entre financière et fiscale. Dans ce que nous demandons pour la Constitution, c'est précisément ajouter le mot fiscal à autonomie financière. C'est un point extrêmement important parce que nous considérons vraiment que le pouvoir fiscal fait partie de la responsabilité politique. On va également parler de l'introduction de la clause de compétence générale des communes dans la Constitution. Déjà pour notre téléspectateur, de quoi s'agit-il de cette clause de compétence générale des communes ? Oui, alors à l'heure actuelle, la clause de compétence générale existe déjà pour les communes, elle existe par la loi, mais pas dans la Constitution. Alors qu'est-ce que ça changerait d'introduire dans la Constitution ? Ça la garantirait pour l'avenir. Parce que pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne, alors même que départements et régions ont des clauses de compétences spécialisées sur certains domaines. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas intervenir sur tous les domaines de l'action publique. La commune peut intervenir sur tous les domaines de l'action publique. Ça en fait d'ailleurs aussi cet acteur si particulier dont je parlais tout à l'heure. Il y a 2 acteurs en France qui peuvent intervenir sur tous les secteurs, c'est l'État et la commune. Alors évidemment, pour la commune, il faut que ce soit en lien avec les affaires locales. Générale ?
on n'a pas peur spécialement. On se dit, lorsque c'est inscrit dans le marbre de la Constitution, c'est toujours mieux, et ce serait aussi une marque de reconnaissance de la part à la fois de l'exécutif et du Parlement du rôle essentiel de la commune. Certains sénateurs, y compris dans vos soutiens, par exemple Roger Carucci la semaine dernière, doutaient que cela soit réellement possible et que cela soit du ressort de la Constitution. Bah, écoutez, je ne vois pas ce qui ferait que ça ne pourrait pas être du ressort de la Constitution. Je vois pas. La Constitution est un document dans lequel la volonté parlementaire, la volonté de l'exécutif peut faire inscrire ce qu'il souhaite. Vous avez aussi dans le collimateur le non-cumul des mandats dans le temps. La majorité sénatoriale a déjà obtenu un seuil de 9000 habitants. Ce seuil, il n'est pas satisfaisant pour vous? Vous voulez aller beaucoup plus loin? Écoutez, c'est d'abord, dans cette affaire, c'est quand même une question de principe. C'est-à-dire que nous pensons qu'à partir du moment où il y a des candidats, qu'ils aient fait 3 ou 4 ou 5 mandats, et où les électeurs renouvellent à ce candidat, ou à cette candidate d'ailleurs, leur confiance, nous pensons que c'est ça qui prime, c'est ça qui est important. C'est la volonté des électeurs. C'est pas un texte. Alors, je sais que tout ceci n'est peut-être pas très, entre guillemets, nouveau monde et très moderne, mais c'est en tout cas fondamental pour, j'allais dire, la garantie, en fait, du bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. Voilà. Si, d'ailleurs, très honnêtement, vous savez, moi, je termine mon 3e mandat de maire. Vous savez, c'est un maire de Sceaux. C'est une tâche assez épuisante, hein, et donc, à un moment donné, le maire aussi arrête de lui-même. Il ne s'accroche généralement pas, sauf exception, cette limitation pourrait être saine. Mais si elle doit se produire, elle se produira d'elle-même. Nous ne pensons pas qu'il soit utile que la loi, parce que ça, la limitation, c'est pas la Constitution, ça serait dans une loi organique. Nous ne pensons pas utile que la loi donc aille jusqu'à définir ce niveau d'exigence et de limite. Le traditionnel défilé du 1er mai a été émaillé de débordements à Paris, vitrines brisées, voitures incendiées, des violences attribuées à un groupe de 1200 personnes cagoulées. Gérard Collomb promet la fermeté, des événements qui font réagir la classe politique. Cécile Sixou. Des voitures en feu, des magasins saccagés. La manifestation du 1er mai a été éclipsée par les violences de 1200 Black Blocs. Frustrés, les syndicats dénoncent des défaillances de l'intervention policière. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser des gens qui sont quand même habillés différemment de manifestants. Vous savez, moi, j'ai jamais été avec un casque sur la tête manifester. J'ai jamais été manifester avec un marteau dans mon sac à dos. Je ne comprends pas que depuis 2 ans, ça se passe toujours comme ça. Pour le préfet de Paris, il était impossible d'intervenir tant que le cortège était uni. Impossible aussi de protéger les commerces ciblés. Il n'est pas question de mettre devant chaque cible un groupe de fonctionnaires de police. Mais ça serait le pire. C'est la double peine. Ils seraient agressés, ils seraient violentés, ils seraient peut-être blessés gravement, voire pire. Et en même temps, on aurait derrière la cible qui est atteinte. Une présence policière que Gérard Collomb promet d'augmenter lors des prochaines manifestations. Selon le ministre de l'Intérieur, ces débordements sont le résultat de propos violents, notamment de la part de la France insoumise. Lorsque vous avez une partie de la classe politique sur les marches qui appellent à faire la fête à Macron, certaines le prennent effectivement au pied de la lettre et disent ben voilà, on va aller effectivement dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des forces de sécurité. Réponse de Jean-Luc Mélenchon. Bah non mais on rigole, non? Vous plaisantez? Vous croyez qu'une seule de mes sorties un peu claquantes a conduit un jeune à se dire ah bah tiens, ce matin je me lève, je vais aller casser un McDo? Enfin, soyons sérieux. Jean-Luc Mélenchon condamne fermement ces actes de vandalisme, une position partagée par l'ensemble de la classe politique, à l'exception de Philippe Poutou, pour qui le gouvernement récolte la violence qu'il a semée. La manifestation d'hier et les débordements qui l'ont émaillée, c'est l'objet de notre second débat de Sénat 360.
Et pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Face à vous, Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Sénateur Les Républicains du Val d'Oise. J'accueille également Juan Branco, bonjour. Bonjour. Avocat, chercheur en droit international au Max Planck Institute et ancien candidat France Insoumise aux législatives. De l'autre côté de la table, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bienvenue sur le plateau. Et enfin, Antoine Pelletier, bonjour, membre de la direction du NPA. Alors, je me tourne vers Sébastien Meurant. Laurent Wauquiez a dit « faillite de l'État à régalien ». L'État a failli dans sa mission de protéger finalement la manifestation d'hier. Au vu des images, ce qui est sûr, c'est que la protection des personnes et des biens n'a pas été effective. Puisque là, on voit des personnes qui ont vu leur outil de travail brûlé, cassé. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois. Et je pense que l'État a envoyé un très très mauvais signal avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'on a fait semblant de rétablir l'ordre, qu'on a envoyé des milliers de fonctionnaires de police et de gendarmerie. Et au final, eh bien, ça continue. Et qu'au final, je pense qu'en matière de l'ordre, il y a quelque chose qui devrait être important, c'est la dissuasion. Et on ne devrait pas permettre, on ne devrait pas imaginer qu'en France, on puisse, en pleine rue à Paris, dans la capitale, casser des dizaines de boutiques, s'en prendre aux forces de l'ordre. Et malheureusement, lorsqu'on laisse faire, eh bien on récolte, quelque part, ce que l'on sème, l'impuissance. Moi, je crois au concept de dissuasion, je crois qu'on a des forces de l'ordre remarquables et qu'il faut leur faire confiance. Et je pense que lorsqu'on a le désordre, on a le désordre et l'injustice. Et ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, ça fait les gros titres. Et là, ça fait les gros titres depuis que ça s'est produit. On ne parle que de ça. Et malheureusement, il y a quelques personnes de poursuivies. On va voir ce que va décider la justice. Moi, je Plus crois d'une centaine de gardés à vue. Une centaine sur... on parle de 1200 personnes, on ne sait pas trop. 282. 282 qui ont été poursuivis. Ont été interpellés. Donc, je pense que ces personnes, il faut le mettre. On parlait que certaines étaient connues, mais il faut les mettre réellement hors d'état de nuire. Moi, je m'interroge sur comment c'est possible, effectivement, que des personnes comme ça. On va revenir sur le dispositif comment travaillent-elles, comment on laisse s'implanter. Et là, je pense que les zadistes, alors peut-être que je mélange un peu tout, mais les zadistes qui, à Notre-Dame-des-Landes, ont aussi agressé les forces de l'ordre, aussi ont attaqué des biens et des personnes. Je pense que lorsque l'on cumule ce type et qu'on laisse faire, eh bien c'est des points de fixation. Et là, ils se sont rassemblés peut-être. Alors on nous dit qu'ils viennent aussi de l'étranger sur Paris. Fabien Gay, même constat finalement, l'État a failli, mais pas pour les mêmes causes, selon vous. Bon, mais bon, je vais revenir sur un peu les amalgames que vient de faire M. Meurant, mais moi je suis en colère parce que j'ai manifesté hier, comme l'ensemble des 1er mai, aussi longtemps que je me souvienne. Mes parents m'ont amené au 1er mai. C'est une journée festive, c'est la journée de lutte internationale pour le droit des travailleurs. C'est un moment de paix, c'est un moment où on lutte tous ensemble pour l'augmentation des salaires, pour d'autres conditions de travail. Et il faut le dire, Éliane Assassi vient de le redire, partout en France ça s'est bien déroulé. Et il y avait des familles, des enfants. Il y avait des enfants de 3 ans qui étaient là. Et donc c'est vrai que hier, ce qui s'est passé est inadmissible. Moi je condamne fermement ces agissements. Parce qu'ils ont vocation à casser le mouvement social, à l'étouffer. Aujourd'hui, on ne parle plus que des casseurs, des black blocs, et on ne parle plus des revendications des travailleurs. Ils ont réussi leur coup. Ensuite, on a un amalgame politique, comme ils viennent de le faire, où on mélange tout. J'ai entendu les zadistes, les cheminots, les grévistes, la faculté, les black blocs, pas vous. Mais au global, vous avez fait un amalgame avec les zadistes, mais on mélange tout et on dit, regardez, c'est tous les mêmes. Ils sont là pour casser. Et dernière chose, quand on n'agit pas, eh bien on dit aux gens qui voudraient se mobiliser, parce qu'il y a beaucoup de journées qui viennent. Il y a celle du 5, on vient d'en parler, il y a encore une journée intersyndicale du 22 mai, et on leur dit, surtout ne venez pas manifester, parce que regardez, ça va mal finir. Et tout ça, ça fait une pression sur les colères sociales qui s'expriment partout dans le pays. Et les gens, hier, voulaient manifester, je dirais, de façon pacifique, de façon pacifique, mais surtout, il ne faut pas mettre occulté par ces débordements. Mais bien sûr que c'est occulté. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. D'ailleurs, on est réunis sur ce plateau pour parler de quelques centaines de gugus qui sont tous
sauf des manifestants qui veulent revendiquer, qui étaient pour revendiquer avec leur organisation syndicale et les salariés qui étaient dans la rue. C'est deux choses complètement différentes. Et ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Moi, je relaie ce que vient de dire Madame Assassi. Il faut maintenant que Gérard Collomb vienne s'exprimer. Et puis il faut qu'on entame un dialogue entre les forces républicaines de sécurité et les organisations syndicales pour dire que ça fait 3 ans que toutes les manifestations souvent finissent mal. Ça suffit, parce que les premiers qui subissent ce sont les manifestants. On va évoquer ce dispositif avec Denis Jacob. Vous êtes représentant du syndicat Alternative Police CFDT. Est-ce que le dispositif hier était suffisant en nombre de policiers et est-ce que la stratégie avait bien été définie avant ? Alors, on peut toujours mettre autant de policiers qu'on veut sur un mouvement, quel qu'il soit. C'est pas tant le nombre, c'est effectivement l'organisation. Mais il faut quand même relativiser ce qui se passe. On serait intervenu tout de suite, on aurait eu des blessés. Aujourd'hui, on serait autour de ce plateau de la même manière et on crierait au scandale parce qu'il y a eu des blessés. Donc à un moment donné, il faut relativiser tout cela. C'est une stratégie finalement pour éviter les blessés. Le maintien de l'ordre, c'est pas une science exacte. Ça ne s'improvise pas. Il faut savoir que le maintien de l'ordre organisé par la préfecture de police de Paris depuis les manifestations contre la loi travail a été déterminé de telle manière à ce que la protection tout au long du défilé puisse se faire en retrait pour éviter tout contact direct avec les manifestants pour pas que ce soit interprété comme de la provocation. Alors, quand on est devant au contact direct, on dit qu'on fait de la provocation, et quand on est en retrait, on nous dit qu'on ne fait rien. Alors, peut-être qu'on est intervenu plus tardivement, mais étant en retrait du cortège, mais beaucoup le disent. Mais chez vous, moi j'étais hier à la manifestation. On a entendu des syndicats. Oui, mais j'étais présent 2 heures, ça a mis à intervenir. Bien évidemment que j'ai certains de mes collègues d'autres organisations syndicales qui ont des positions différentes, peut-être de la mienne. Il y a peut-être eu trop d'attentes. Il y a peut-être eu un comportement attentiste de la part des autorités, peut-être. S'il y a une enquête parlementaire, ce sera déterminé. Mais il faut aussi que chacun assume ses responsabilités et ne pas faire endosser toute la responsabilité par les forces de sécurité. Je rappelle quand même que à chaque fois qu'il y a une manifestation d'organiser, il y a un travail en amont qui est fait entre les autorités et les organisateurs de manifestations, que les organisateurs sont tenus d'avoir un périmètre de sécurité. Et alors moi, je pose la question, comment le service d'ordre de la manifestation a pu laisser investir des Black Blocs au milieu, entre la tête et la partie... Vous savez que le début du cortège était à Place d'Italie. Non, mais attendez. Le début du cortège était à Place d'Italie. Et vous savez que les Black Blocs, les casseurs, se sont réunis au pont d'Austerlitz. Le cordon de sécurité, les organisations syndicales, elles sont là pour protéger les manifestants. Elles ne font pas un maintien d'ordre. Chacun son métier. Ça, c'est votre métier. Mais quand vous avez des gens qui ne sont pas des manifestants, tout à fait, et qui sont identifiés comme des... Mais ils étaient à 800 mètres du départ de la manifestation. Vous savez comment ils s'incrustent dans les manifestations? Ils arrivent habillés comme vous et moi. Et en cours de cortège, ils changent de tenue pour se constituer en carré. Je vous dis pas que c'est pas provoquer difficile. le désordre. Je vous dis pas que c'est pas difficile, mais demandez pas aux organisations syndicales de faire le travail des forces républicaines de sécurité. C'est pas ce que je dis, monsieur. Ce que je dis, c'est que les organisateurs de la manifestation ont autant de responsabilités que les services de sécurité, parce qu'ensemble, ils déterminent le déroulé du cortège, comment est organisée la sécurité par les propres manifestants, et donc il y a une co-responsabilité dans un cortège pour ce qui se passe. Vous savez que c'est aussi la préfecture qui impose un parcours. Sur la responsabilité. Oui, bien sûr. Antoine Pelletier, vous êtes membre de la direction du NPA. C'est le seul parti qui a eu une voix un peu dissonante. Hier, Philippe Poutou a dit que finalement c'était une violence finalement que l'État avait peut-être semée par sa politique sociale. C'était la seule voix dissonante sur ce sujet. La seule voix dissonante, je ne suis pas sûr, parce qu'en regardant quand même les communications des différentes organisations de gauche, il y a quand même largement l'unanimité pour condamner les violences policières. Donc ce qu'on voulait expliquer, nous, c'est 2 choses. C'est que, 1, la violence sociale du système, les politiques antisociales du gouvernement, elles sont claires et elles sont subies au quotidien par des milliers et des milliers de travailleurs, de travailleuses, de jeunes, d'une part. Et deuxièmement, dans la manifestation, on peut discuter
autant qu'on veut du fait qu'il y a un McDo et une voiture et une grue qui ont été pétés, mais nous, ce qu'on a vu sur le cortège, c'est des nuages de fumée, de lacrymogène. Enfin, nous, on était à un point fixe en train de distribuer des tracts, on a dû s'en aller du point fixe tellement il y avait de lacrymo et tellement les jeunes autour avaient peur. On a discuté avec des étudiants qui étaient dans leur cortège et qui étaient devant le cortège CGT. Et ça, c'est la vie, parce que le mouvement, il est comme il est. Il y avait des cortèges entiers avec des banderoles d'université qui étaient là et les gens nous demandaient mais qu'est-ce qu'on fait? Et on leur a dit écoutez, vu ce qui se passe, vu que la police en fait est en train de descendre, parce que ce qui s'est passé, la police est en train de descendre la rue avec, et vous on l'a vu sur vos images, des camions qui descendent avec des boucliers, avec des lances à eau, avec des lacrymogènes. Nous on a vu des lacrymogènes qui tombaient à 2 mètres de nous, alors qu'encore une fois on était en point fixe. On a dit aux étudiants faites demi-tour, il n'y a que ça à faire. Mais ce qui s'est passé sur le fond, c'est que la police a empêché la manifestation de se tenir, et ça c'est extrêmement grave. Mais malheureusement, c'est normal les lacrymogènes. Pourquoi? Parce que comme je le disais... Mais forcément, tout le monde est touché, tous les manifestants. Mais parce que les Black Blocs n'étaient pas en tête de cortège, contrairement à ce que vous dites. Mais c'est pas vrai. Et ils étaient... Certes, réunis. Certes, ils étaient au départ de la manifestation. Mais les collègues ne sont pas intervenus parce que, justement, ils étaient dans le début de la manifestation et que d'intervenir, ça aurait provoqué des dommages collatéraux. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire parce que c'est un drame qui s'est produit en 2014, mais il y a encore aujourd'hui le syndrome Sivens qui fait qu'on prend toutes les précautions d'usage pour éviter des dommages collatéraux. Bon, je voudrais revenir avec Rohan Branco justement sur ce phénomène parce qu'on a entendu parler du cortège de tête. 1200 personnes cagoulées, les Black Blocs, mais au sein d'un cortège de tête un peu plus grand. C'est une nouvelle force qu'on voit depuis des années qui finalement ne veulent pas se ranger derrière les banderoles syndicales et qui prennent la tête du cortège. Et finalement, c'est une nouvelle force avec laquelle il faut compter maintenant dans les manifestations? Écoutez, mais quand je vois le Parti communiste qui engueule le représentant policier parce qu'il n'a pas été assez répressif, je me dis que c'est normal que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique actuelle. C'est quand même intéressant. Il y a 15 000 personnes, alors qu'il n'y avait que 20 000 manifestants dans le cortège syndical qui ont manifesté en dehors du cortège. Donc on peut se concentrer sur les forces d'ordre, etc. Il n'y a pas de place dans les commissariats pour mettre 1200 personnes en garde à vue. Donc à un moment, quand il y a des mouvements comme ça sociaux qui sont si intenses et qui sont à ce point en dehors du système, je pense que c'est aux responsables politiques de s'interroger qu'est-ce qu'ils font pour susciter ce genre de mouvement et ce genre d'écart avec leur représentativité et avec leurs organisations existantes. Donc on peut commencer à faire des jeux, à dire oui, le Parti communiste doit travailler avec les Républicains pour enquêter sur les défaillances des forces de l'ordre. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est là, on a une émergence d'une force sociale qui est différente, qui est en dehors de cadres actuels, qu'on peut apprécier et pas apprécier, considérer comme condamnable parce qu'il utilise la violence ou pas, qui existe, qui fait écho à une montée de la violence en France, qu'elle soit d'ordre religieux ou d'extrême droite, avec des mouvements terroristes, comme on l'a vu qui souhaitaient attaquer Mélenchon. Et on a une crise gravissime de la société dont personne ne parle. Donc on peut se concentrer sur les défaillances de tel ou tel préfet de police, commissaire, etc., ou à un moment se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire qui nourrit ce désarroi et qui nourrit cette rupture au sein de la société française. Avant de reprendre ce débat, messieurs, je vais vous proposer d'écouter Emmanuel Macron. Il a été obligé de réagir depuis l'Australie, où il est en déplacement. On écoute le chef de l'État. Le 1er mai est une journée internationale pour le travail, qui est un acquis de grande lutte du 19e siècle. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Et il y a un Premier ministre et un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui étaient sur place, qui ont pris les décisions qui convenaient. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées, toutes les mesures ont été prises. Et je ne peux ici que condamner à nouveau avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Il ne s'agit ni d'avoir une inquiétude déraisonnable, mais simplement d'avoir la plus grande fermeté. Et pour être complet, je vous propose d'écouter maintenant Édouard Philippe, qui lui s'est exprimé depuis le département du Cher, où il a délocalisé Matignon, sur ces débordements, et notamment sur le profil de ces casseurs. J'ai eu l'occasion de saluer et de féliciter les forces de l'ordre, qui ont été extrêmement engagées, face à des casseurs dont l'objectif était véritablement de mettre à mal tout ce qui peut représenter notre façon de vivre en commun, la propriété, le travail, les forces de l'ordre, le respect des autres. L'ensemble des dispositions avaient été prises, j'aurai l'occasion d'y revenir, et je suis certain que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, fera en sorte que l'ensemble des dispositions soient prises également samedi prochain. Nous regarderons évidemment avec beaucoup de concentration, beaucoup de vigilance ce qui se passera. Il ne faut pas se tromper, nous avons
en face de nous, depuis d'ailleurs de longs mois, quelques années même, des casseurs dont la volonté est de remettre en cause notre société et à certains égards notre démocratie. Car quand on ne respecte aucune règle, aucune loi, que l'on casse pour imposer la loi du plus fort et pour revenir sur des éléments qui sont constitutifs de notre vie en société, on est exactement dans cette logique-là, dans une logique de remise en cause de notre démocratie. Et il faut prendre en compte cette remise en cause avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de tranquillité aussi, beaucoup de résolution, et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Sébastien Meurant, on a entendu le Premier ministre, plus de fermeté, c'est aussi ce que Laurent Wauquiez réclame, mais plus de fermeté, on a entendu les policiers, ils disent oui, mais si on a un nouveau drame comme à Sivins, ça va être impossible à gérer pour le gouvernement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'État, et notamment ce gouvernement, ne montre pas l'exemple, et je prenais l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, justement. Puisque là, les zadistes ont gagné. Et les zadistes ont été plus que violents, et les zadistes ont porté atteinte aux biens, ont porté atteinte à l'autorité de l'État moult fois, et porté atteinte aux représentants de l'État que sont les forces de l'ordre. Et on leur a donné raison. Il y a eu sur ce site un référendum, il y a eu X décisions de justice, et là, des personnes en marge de la société, alors les mouvements anarchistes ont toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui, sauf qu'effectivement là, ils sont beaucoup plus structurés, ils ont des moyens d'action beaucoup plus forts, même si on a eu des ministres assassinés à certaines époques, mais là, avec effectivement les facilités de se regrouper, d'agir, effectivement, un État qui hésite à employer la force. Et là, moi, je vois quand même des discours complètement différents, puisque j'ai pas entendu le Parti communiste regretter les violences policières. Effectivement, j'ai entendu M. Gay dire que, chers collègues, que la police avait tardé à réagir. Et là, son voisin de droite n'a pas du tout le même discours. Donc moi, ce que je dis tout simplement, c'est que l'État ne manque pas l'exemple. Je parlais de la dissuasion. Et je pense qu'il faut absolument que l'ordre doit rester à la loi et que depuis quelques mois, ce gouvernement est faible et il récolte cela. Après que les colères liées à une politique, ça c'est autre chose. Les colères ne doivent pas, dans le cadre d'une démocratie, ne doivent pas permettre de saccager des magasins, de ruiner des vies de travail, d'agresser les forces de l'ordre, qu'elles soient police ou gendarmerie. Fabien Gay. Oui, bon, on peut avoir un discours différent. J'entends ce que dit mon collègue de gauche. Quand je voudrais prendre des leçons de révolution, je viendrai vous voir. Ça me fait bien rire de prendre des leçons de révolution par un bobo parisien. C'est bien de se présenter en Seine-Saint-Denis, c'est mieux d'y vivre comme moi. Et quand vous aurez mené autant de luttes sociales qu'en amené le Parti communiste ou la CGT, on en rediscutera. Ou comme moi, dans beaucoup d'entreprises, je me déplace beaucoup dans les entreprises. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a une colère sociale lourde qui s'exprime dans le pays. Et il y a des organisations syndicales, elles sont nécessaires. Alors je comprends, vous êtes pour la dislocation de tout. Moi je pense qu'il faut des organisations syndicales organisées. Et aujourd'hui, ces jeunes ça fait pas mais les casseurs, ça fait 30 ou 40 ans que c'est déjà utilisé pour casser le mouvement social. On en a connu d'autres. Écoutez, la loi travail, on était aussi dans la rue. Et mais ça fait 30 ans. Non. À chaque fois qu'il y a des colères qui s'expriment, on ne sait pas comment faire. Il y a des casseurs qui apparaissent. On baisse le mouvement social et on étouffe les colères. En mai 68, le Parti communiste a été le parti de l'ordre. Bon, mais pour le coup, moi ce que je dis, c'est que ça fait maintenant 3 ans qu'à Paris ou à Nantes, parce que ça existe, ou à Nantes, on est d'accord. Ou à Rennes, des manifestations ne vont pas au bout. Et franchement, moi hier, de ne pas aller au bout de la manif du 1er mai, ça m'a fait mal. Et je dis, évidemment... C'est la faute de la police, c'est pas de la faute des... Je dis, des 2-3 crétins, et il faut savoir les isoler pour que les manifestations aillent au bout. Et après, je demande qu'on ait un véritable état des lieux de ce qui s'est passé hier. Je pense, moi, parce que j'y étais, que ça a trop tardé. Oui, je le redis. Et après, évidemment, moi aussi, j'ai été gazé, et tout le monde a été gazé. Et donc ça, c'est pas possible de finir une manifestation, surtout quand on vient... pour revendiquer de finir gazé. Ça, c'est pas possible. Denis Jacob, c'est aussi le nombre de ces manifestants cagoulés, 1200, c'était pas prévu par les autorités. Est-ce que c'est pas une faillite des services de renseignement qui suivaient ces mouvances ?
Alors, si vous me permettez, déjà, je voudrais réagir parce que j'entends des choses sur ce plateau qui ne sont pas acceptables, de dire que c'est la police qui empêche de faire le défilé d'une manifestation. C'est inacceptable. Si on a empêché le cortège de poursuivre son défilé, c'est pour la sécurité des manifestants avant tout. C'est pas pour vous empêcher de manifester. Quand on a 1200 individus prêts à tout péter... Et les boutons face sur les gamins, c'est aussi... Il y a des questions qui se posent. Écoutez, il y a des questions qui se posent. Vous avez tout loisir de déposer plainte auprès du parquet. Hier, par exemple, la manif a été coupée en deux alors qu'il n'y avait rien à un moment donné. Oui, non, mais il y a des questions qui se posent. Sur l'anticipation, le préfet de police avait communiqué la veille en disant... Ceux qui donnent les ordres. Moi, je représente les forces républicaines. Je représente pas le préfet de police. Denis Jacob. Je représente pas le préfet de police. Je représente mes collègues. Mais le préfet de police, c'est quand même lui qui a autorité sur l'ensemble des effectifs sur la plaque parisienne. Il avait communiqué la veille avec tout un tas de recommandations et des risques potentiels qu'il pouvait y avoir. Après, est-ce qu'il faut intervenir tout de suite ou pas tout de suite au risque d'avoir des dommages collatéraux? Ça a certainement été la question. Moi, j'y étais pas. Mais on partage. Et je dis on, les autorités et les élus de certains partis politiques, quand on nous dit, voilà, c'est un problème social, on avait 300 Black Blocs il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui on en a 1200, mais pourquoi? Parce qu'on a aussi des positions politiques radicalisées depuis quelque temps qui renforcent et qui légitiment ces individus. Juan Branco, sur ces mouvements, c'est des mouvements qu'on avait l'habitude de voir lors de grands sommets internationaux, de l'OMC, etc. Maintenant, on le voit sur des thématiques franco-françaises, le 1er mai, Notre-Dame-des-Landes. On voit que ça cristallise en France sur ces mouvements Black Bloc. Et ils détestent Mélenchon, hein, donc vous vous trompez complètement en disant ça. C'est-à-dire que leur premier ennemi, c'est une sorte de gauchistes de gouvernement, c'est comme ça qu'ils les décrivent, ils détestent le Parti communiste aussi. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ils le rendent bien. Il y a un écart entre le système et ces personnes qui sont des groupes qui commencent à se déployer, qui ont une pensée propre, c'est-à-dire qu'ils écrivent des ouvrages, le comité invisible, etc., ils les publient dans un certain nombre de... et qui sont en train d'essayer de constituer un ordre politique qui est différent de celui qui est existant. Des positions qui les soutiennent aujourd'hui. Qui? Je sais pas moi, M. Poutou. Mais M. Poutou, c'est le seul à avoir parlé des violences. Pelletier, justement. C'est pas qu'on défend, c'est pas notre politique. C'est clair, nous, on est pour que justement, ça soit les organisations syndicales qui protègent les cortèges. On pense qu'il faut qu'un des problèmes justement de ces manifestations, c'est que les cortèges étudiants n'ont pas eu la capacité de se défendre et de s'organiser avec des services d'ordre, etc. Mais rendez-vous compte quand même que ça fait des mois que les étudiants dans les universités sont attaqués par les forces de police. Ce matin, hier, avant-hier. Mais attendez, il y a des interventions policières pour débloquer, pour sortir. Est-ce que vous êtes pour la loi de la République ou contre la loi de la République? Non, mais c'est le gouvernement pour sortir les étudiants qui manifestent. Ça fait des mois. Écoutez-vous, messieurs, c'est bientôt la fin. Ça fait des semaines et des semaines que les étudiants s'en prennent plein la tête. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est sur ordre du gouvernement pour eux de s'organiser. Et clairement, c'est sur ordre du gouvernement. C'est-à-dire que, en gros, le gouvernement a peur d'une chose, c'est le mouvement de la jeunesse. Et quel est le produit de manifestations comme ça? C'est que les jeunes ont peur d'aller en manifestation. Fanny Arave, l'UNSA sera la première organisation syndicale à ouvrir le bal. Dès 8h du matin, lundi, vous serez à Matignon. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Un changement de ton, de méthode? On n'attend pas un changement radical. On serait très surpris si on annonçait l'abandon de la réforme. Mais on espère qu'il y ait en tout cas une véritable écoute et qu'il y ait un changement de ton, en tout cas, d'une tonalité, d'une couleur nouvelle, où on nous montre un petit peu que les organisations syndicales, mais aussi le reste de la communauté du ferroviaire, d'ailleurs, soient un peu mieux entendus dans les questions qui ont été posées, dans les demandes de précision, dans les demandes d'amélioration, dans les demandes d'avoir une véritable écoute, qui est la notion de vrai dialogue, le CA2. Et on a été quand même très surprise par les annonces qui ont été faites, notamment sur la fin du statut 1er janvier 2020 qu'on a reçu par la presse. Donc ça dénote quand même une qualité de dialogue social peut-être un petit peu améliorée. Donc probablement c'est là-dessus sur lequel on sera très très attentif. C'est quel tournant, quelle ouverture d'esprit sera fait preuve lors de cette journée.
Frédéric Marchand, est-ce que le gouvernement n'a pas manqué de pédagogie avec les syndicats? On voit les syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, disent mais on n'est même pas entendu, il n'y a rien à discuter. Est-ce que lundi, le chef du gouvernement, Édouard Philippe, reprend la main? Il faut peut-être ouvrir des vraies négociations. En tout cas, selon les syndicats, il n'y en a pas eu. Quand vous dites que le Premier ministre reprend la main, je pense que c'est un véritable travail d'équipe, avec une ministre des Transports qui fait son travail, et un Premier ministre qui, effectivement, est aux commandes s'agissant d'un dossier qui est extraordinairement important. Mais moi, j'insiste sur la notion de travail d'équipe. Après, sur la pédagogie, ça fait aussi partie de ces choses, comme on a dit, comme là aussi, quand on parle du bashing par rapport aux cheminots. Non, moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille utiliser ces poncifs. Je pense qu'il faut se poser les vraies questions sur la nécessité d'une réforme ferroviaire. Et puis, sur l'écoute, sur la pédagogie, moi j'ai assisté à la dernière restitution organisée par la ministre des Transports en matière de services publics ferroviaires, où étaient tous les acteurs du ferroviaire. Ils étaient tous autour de la table. Il manquait que les organisations syndicales. Alors moi je suis un peu surpris, je sais qu'elle n'avait pas voulu y aller, mais je suis un peu surpris parce que pour le coup, on a eu 2 heures de discussion et d'échanges très intéressants avec tous les acteurs du ferroviaire, qui avaient le sentiment d'avoir été écoutés, si pas forcément entendus, tout au moins écoutés. Et j'avoue que l'absence des organisations syndicales qui remettent tout aujourd'hui entre les mains du Premier ministre m'a un peu surprise là aussi en termes de méthode. Bruno Poncet, comme les autres organisations syndicales, Sud Rail refuse désormais de discuter avec Elisabeth Borne. C'est au chef de gouvernement de trancher avec vous. Je peux comprendre M. Marchand qui était surpris parce qu'il n'a pas assisté à ces 2 mois de balade dans les couloirs pour rien. Il faut dire la vérité. Nous, on est quand même été encore plus surpris par la méthode du gouvernement. C'est-à-dire que nous, on était au ministère, on a pris le parti, toutes les organisations syndicales, de y aller, d'entendre ce qu'on avait à nous dire. Et nous, on pensait réellement avoir peut-être des pistes ou des leviers de négociation. On n'a rien eu. Et à chaque fois qu'il y avait une annonce, elle se faisait dans la presse et brutalement. Donc, à un moment donné, nous, on s'est dit, pourquoi on continuera à y aller alors qu'on nous trimballe depuis plusieurs semaines et qu'à un moment donné, nous, on ne voit rien venir. Je comprends, M. Marchand, que ça surpris, mais je le garantis, et Fanny pourrait vous le dire, parce qu'elle avait fait aussi des réunions là-bas. À un moment donné, on ne peut pas être pris non plus pour ce qu'on n'est pas. Et nous, on s'est dit qu'il était temps de siffler la fin de la récréation parce que ce n'était pas possible. Et on voyait bien que celui qui faisait les annonces, c'était M. Philippe ou M. Macron même. Donc on s'est dit, on va demander aux responsables, à celui qui fait les annonces, à celui qui parle, à celui qui a pris le dossier en main. J'ai bien reconnu là la finesse de M. Marchand de défendre Mme Borne, mais vous savez, nous, pendant 2 mois, on est tombé face à un mur et à chaque fois qu'on posait des questions, c'était un peu compliqué d'avoir des réponses. On n'en a jamais eu. Donc nous, on est contents aujourd'hui de passer à une autre étape, certainement d'aller voir le Premier ministre parce que c'est lui qui fait les annonces. C'est pas pour nous une victoire, pour nous c'est certainement le premier pas pour réellement avoir des négociations. Et puis nous on espère vraiment que derrière on va être un petit peu entendu, comme vous disiez Fanny, parce que nous ça fait quand même 2 mois qu'on est là-dedans et qu'on n'a jamais été écouté. Alors le rendez-vous de lundi, il est décisif à Matignon, puisque avec un enjeu de taille au cœur de la réforme du gouvernement, c'est la reprise de la dette de la SNCF. Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter sur ce sujet Philippe Martinez, le patron de la CGT, interrogé sur notre antenne ce matin. La dette, elle est due à des décisions de l'État. Le programme LGV, c'est-à-dire les lignes à grande vitesse, depuis 30 ans, il a coûté plus de 100 milliards d'euros. Ça, c'est des décisions du gouvernement, au détriment d'ailleurs des petites lignes. Donc la dette, elle est essentiellement due à ça. Et quand on vous dit qu'il y aura une reprise progressive de la dette, ça ne veut rien dire, ça. Vous êtes convaincu ou pas? Quand? Combien? Quand? Combien? Est-ce que c'est au détriment Donc ça, c'est le début de la négociation du 7 mai, c'est ça? C'est rentrer dans le détail de la dette? C'est une question, le statut de l'entreprise. Changer le statut de l'entreprise en nous disant mais ça ne change rien. Bon, alors pourquoi changer si ça ne change rien? Nous disons changer le statut d'entreprise, c'est la porte ouverte à la privatisation. Et on a des exemples. Dans l'histoire de ce pays, il y a des exemples. GDF. Philippe Martinez, dans l'hypothèse où ça se passe mal le 7 mai, où vous repartez déçu, qu'est-ce qui se passe pour les usagers au moins? Non, mais qu'est-ce qui se passe pour le pays? C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui dit venez discuter, mais moi je ne change rien. C'est quand même une conception du dialogue qui est particulière. Donc s'il ne se passe rien, il y a une journée de prévue, journée sans cheminots, le 14 mai prochain. Gilles Lansard. On va commencer sur la dette. C'est véritablement l'enjeu des discussions qui vont s'ouvrir lundi. 54 milliards de dettes pour la SNCF. Combien le gouvernement va-t-il en reprendre? C'est vraiment le thème central des négociations qui s'ouvrent. Oui, c'est absolument décisif pour lundi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Lundi soir, ni les organisations syndicales ne diront on arrête le conflit, ni tout d'un coup il y aura un miracle. Mais simplement, on saura si on entre dans un nouveau cycle ou pas. Et la dette fait partie
des choses importantes, parce qu'il faut quand même reprendre les choses au début. Le 1er juillet 2017, il y a bientôt un an, Emmanuel Macron, devant les cheminots, dans une rame de TGV entre Paris et Rennes, dit « on va faire dette contre statut ». Je résume à grands traits. Et quasiment un an plus tard, semble-t-il, Bercy n'est pas prêt à donner un calendrier, des volumes de dettes reprises. Donc là, il y a quand même un petit souci de cohérence gouvernementale, alors que tout le monde s'accorde, tous les observateurs s'accordent à dire qu'une grande partie de la dette, alors on peut dire 26 milliards, 23 milliards, est due à la construction de lignes à grande vitesse, donc c'est un patrimoine national, donc c'est forcément une dette publique, et qu'une autre partie de la dette est aussi le résultat de choix gouvernementaux. Donc qu'il est tout à fait juste que cette dette, en tout cas ses intérêts, ne pèsent plus sur la SNCF. Et quasiment un an plus tard, on en est encore quasiment au début. Alors on a un peu avancé, mais à petits pas, vraiment à tout petits pas. Dans un premier temps, on va faire une reprise de dette progressive, ça va être à partir du 1er janvier 2020, etc. Donc là, il y a besoin de concrétisation. Sinon, effectivement, les efforts qui sont demandés à tout le monde, l'entreprise, les cheminots, les usagers qui sont aussi patients depuis de nombreuses années, eh bien, il manque un quatrième acteur, c'est l'État. Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour que il y a une sorte de grand New Deal ferroviaire pour qu'on reparte enfin de l'avant après 30 années un peu aventureuses. Frédéric Marchand, est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû dire l'Assemblée nationale a déjà voté la réforme de SNCF sans savoir quelle part de la dette allait être reprise? Les sénateurs, quand ils vont l'examiner, peut-être qu'on en saura un peu plus. Le fait que l'Assemblée nationale ait voté sans connaître ce paramètre, est-ce que c'est pas une difficulté aussi pour faire passer cette réforme? C'est pas une difficulté à partir du moment où c'est quand même un acte volontariste fort. Et ce gouvernement va quand même être le gouvernement qui va régler un problème qui a effectivement été évoqué, mais sans qu'on ne s'en saisisse véritablement, qui est le problème de la dette. Parce que cette dette, elle peut s'accroître, on peut la traîner, mais au bout du bout, il y a bien quelqu'un qui va devoir payer. Donc je pense qu'il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Le gouvernement a décidé de s'occuper du problème de la dette, avec effectivement une temporalité qui reste à définir. Mais arrêtons de nous raconter des histoires. À partir du moment où on bascule d'un EPIC à une ESA, forcément la question de la dette va se poser. On sait bien qu'une ESA ne peut pas fonctionner avec de la dette. Donc cette dette devra être reprise. La totalité de la dette devrait être reprise? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas aujourd'hui si la totalité de la dette devrait être reprise. Mais regardons ce qui s'est passé à l'étranger. Regardons notamment du côté de l'Allemagne, où pour le coup, je pense que si pas la totalité, en tout cas la dette a été reprise en très grosse partie par l'État allemand. Fanny Arave, cette question de la dette, elle est centrale pour les organisations syndicales dans les discussions qui s'ouvrent avec le gouvernement? Alors, il y a deux sujets qui sont en lien. C'est la question de la dette et la trajectoire financière, notamment pour Réseau. Alors, on peut mettre quand même au crédit du mouvement social en cours d'avoir un peu forcé, un peu toute la communauté, généralement de politique et autres, à s'intéresser, à s'approprier les sujets ferroviaires. Parce que l'on a bien vu qu'on est passé de propos incantatoires, on parlait d'avenir radieux, on était à la limite de la pensée magique, à maintenant un travail un peu plus fouillé sur les sujets. On se rend compte que les choses ne sont pas si faciles que ça. Donc le passage en SA, qui était annoncé comme étant une grande victoire de l'autonomie des entreprises, on rend compte que ça a quand même certains impacts. Et le premier, effectivement, c'est qu'on ne peut pas dépasser un certain niveau de dette. Il doit y avoir une relation entre les actifs et passifs, entre l'EBITDA, enfin la MOP, des résultats de recettes et une dette. Donc là, il y a une obligation qui serait de reprendre à peu près, selon les calculs, le bilan au pas, entre 35 et 40 milliards de dettes. Pour ne serait-ce que passer en SA, mais également une recapitalisation d'à peu près 15 milliards de fonds propres. Ça, c'est pour juste être en conformité juridique avec le statut de SA. Donc ce n'est pas un geste honorifique, générique, d'une grande générosité, c'est une nécessité juridique et financière. Ensuite, il y a quel mode de financement on fait pour le réseau et pour le système ferroviaire en général. Donc que ça soit au niveau des trains, que ça soit la répartition entre contribuables et les voyageurs, mais surtout pour réseau, quel système on met en place, si on ne veut pas avoir de péage trop élevé, quelle compensation on met en place, parce que si on ne permet pas un financement suffisamment conséquent pour remettre le réseau en état, et donc avoir une vraie exploitation digne de ce nom, mais aussi avoir un réseau qui soit un tant soit peu conséquent, on va se retrouver avec de nouvelles dettes. Ou alors on va devoir, en creux, sans que la décision soit très régulièrement établie, devoir abandonner des lignes. Donc c'est là-dessus qu'il y a un véritable besoin d'éclaircissement sur la reprise de dette et la trajectoire financière. Bruno Poncet, ça pourrait être une petite victoire des syndicats si l'État, au moins sur la dette, faisait un effort significatif?
Enfin, moi, déjà, surtout quand j'entends parler de la dette, moi, je me rappelle aussi que l'année dernière, on a eu 57 suicides de cheminots dus à cette dette, parce qu'à un moment donné, les pressions managériales, les restructurations incessantes font qu'à un moment donné, les cheminots sont déstabilisés. Alors, comme dans beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, on voit tous les services publics aujourd'hui qui ont des problèmes de moyens pour pouvoir exister, les hôpitaux, même la police, on se rend bien compte que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui sont derrière, qui en pâtissent le plus. Donc cette dette, c'est pas uniquement des chiffres, c'est aussi une manière de vivre à la SNCF depuis des années qui a obligé la SNCF à se restructurer continuellement pour arriver maintenant à nous dire que ça marche pas. Mais nous, on le dit depuis des années que ça marche pas. Et que cette dette aujourd'hui, en plus de la reprendre, ce gouvernement aussi, comme vient de vous expliquer Fanny, d'un point de vue plus économique, et moi je le fais un peu plus humain, mais cette dette aujourd'hui, il va falloir aussi nous expliquer à nous qu'il ne faut pas qu'elle grossisse. On voit en Allemagne, ils ont pris la dette en 95. Aujourd'hui, leur dette, elle est quasiment revenue au même niveau 95, elle est quasiment à 20 milliards. Et ça, c'est pas des chiffres qui sortent du chapeau, c'est vraiment des trucs concrets. Donc à un moment donné, nous, on a vraiment besoin que ce gouvernement, en plus de reprendre la dette, nous explique aussi comment ne pas en recréer de la dette, que ce soit une SA, un EPIC. À un moment donné, il va falloir vraiment avoir une vraie politique d'aménagement du territoire qui soit quand même logique. Gilles Dansart, l'enjeu, on l'entend, c'est aussi le futur de la SNCF face à la concurrence si la réforme est maintenue. Et là, il faudra une entreprise vraiment forte et la dette l'empêche d'être une entreprise forte face à des concurrents. Certes, il faut une entreprise forte, donc délestée de 1,5 milliard d'intérêts de la dette qu'elle doit rembourser tous les ans. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais au-delà d'une entreprise forte, il faut aussi une vraie stratégie d'État sur la mobilité en France, c'est-à-dire qu'une vraie équité entre les modes ou des encouragements clairs aux ferroviaires quand il faut faire des encouragements, par exemple sur le fret ferroviaire, au nom de l'écologie par exemple, ou sur des petites lignes parce que c'est un impératif d'aménagement du territoire. Donc on ne fera pas de miracle simplement en disant à la SNCF soyez plus forte et ça ira mieux. Il faut aussi que l'ensemble des acteurs soient par le gouvernement incités à avoir une politique de mobilité très cohérente, comme on dit aujourd'hui, multimodale et bien architecturée, avec des financements clairs, pérennes, sur une longue période. Donc c'est tout ça qui doit être sur la table. Et il faut se rappeler que lors des assises de la mobilité qui ont eu lieu à l'automne dernier, très bizarrement, le ferroviaire en était exclu. Alors il est revenu un peu par la fenêtre de temps en temps, mais on a besoin d'une politique globale de mobilité, sinon les territoires en souffriront, le fret et donc l'activité économique en souffrira. Donc c'est bien ça qui est au-delà de la réforme de la SNCF, qui est à l'agenda du gouvernement. Frédéric Marchand, on l'entend dans le message de Gilles Dansart, le gouvernement, il ne suffira pas de réformer la SNCF, il faut vraiment une politique globale de mobilité. C'est pas on fait la réforme et après la concurrence organisera les transports en France. J'ai envie de dire que ça tombe bien, puisqu'après le premier acte qu'est la réforme ferroviaire, il va y avoir le deuxième acte qui va se jouer avec la loi d'orientation sur les mobilités. Et dans le cadre de la loi d'orientation sur les mobilités, il y a aujourd'hui des nouveaux sujets qui vont pouvoir être intégrés dans cette loi qui ressort de ce qui s'est passé avec le ferroviaire. Je pense notamment au rôle des gares qui demain, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'intermodalité, vont pouvoir jouer un rôle essentiel. Mais c'est vrai que on ne peut pas imaginer une simple réforme du ferroviaire sans parler des modalités en général. Et c'est ce qui va arriver dans la foulée avec la loi d'orientation sur les mobilités. Fanny Arave, lundi matin, vous allez aussi discuter d'une nouvelle convention pour la branche ferroviaire. C'est en gros, faut encadrer pour que les nouveaux acteurs n'aient pas finalement trop d'avantages par rapport à la SNCF. Alors, je pense qu'on parlait de la convention collective. La convention collective. Qui est effectivement le droit du travail applicable de branche pour toute la communauté du ferroviaire. Donc aujourd'hui, il y a le statut, il y a également des entreprises privées de fret qui existent déjà. On a déjà une expérience, pas toujours très heureuse d'ailleurs, sur le fret. Et donc, quelles sont toutes les règles qui régissent le travail, sachant qu'on est dérogatoire au Code du travail sur certains sujets, comme la continuité de travail de nuit ou de choses comme ça. Donc il y a nécessité d'avoir quelques accords. Donc cette convention collective, elle est un peu au milieu du gué. Ça fait à peu près 2 ans qu'on y est, il y a encore pas mal de choses à construire. Alors, qui va être sur cette convention collective? Ça va être effectivement les nouveaux entrants, les entreprises ferroviaires, mais aussi le personnel de la SNCF, même s'il y a des aménagements qui vont donc se transférer de la SNCF à une entreprise prenante pour un marché, avec des conditions particulières qui sont encore un petit peu à finaliser, parce que là-dessus, elles sont dans la loi en termes de principes génériques, mais elles n'ont pas de valeur, elles ne sont pas transcrites dans la convention collective. Donc ça, pour vous, pour les syndicats, Bruno Poncet, c'est un des sujets importants de lundi, aussi protéger finalement les personnels qui pourraient être transférés vers d'autres entreprises privées?
Il n'y a pas que ça, parce que nous sur le rail, on a une position, c'est tous les travailleurs du rail au statut. C'est-à-dire comme ça, si vous mettez tout le monde au même niveau, et un niveau élevé, pas un niveau bas, un niveau élevé, vous avez après, la concurrence se fera peut-être sur d'autres choses, mais en tout cas pas sur le dumping social. Moi, je me rappelle très bien, je travaillais dans le transport routier en 96-97, quand le cabotage est arrivé en France, où des boîtes étrangères pouvaient faire un Paris-Marseille avec un conducteur qui était étranger. Et bien, plus de 20 ans après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Celui qui fait le Paris-Marseille, aujourd'hui, gagne 500 € par mois. Et il rentre chez lui 3 mois plus tard. Et en France, le salaire minimum quand même est autour de 1300-1400 €. Et un routier qui ferait ce que fait cette personne-là toucherait plus pas loin de 2000. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pas arriver à ça. On veut pas que dans 4-5 ans, on nous dise, regardez, quelqu'un va vous faire un Paris-Marseille en TGV ou un Paris-Limoges en intercité et qui gagnera 700 € pour tirer le train. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut aujourd'hui que ça soit de haut niveau parce qu'à un moment donné, on veut arrêter le dumping social en France et on a bien peur que cette précarisation qui est mise en place, avec aussi la fin du CDI comme on l'a entendu à l'automne dernier, pour nous, là, c'est vraiment le plus important. Donc on va se battre réellement là-dessus. La France qui quitte la procédure européenne pour déficit excessif, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Saveria Rojek interroge Isabelle Jégouzot, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Bonjour Isabelle Jégouzot. Bonjour. Alors Bruxelles devrait donc acter d'ici quelques semaines maintenant cette sortie de la France de la zone rouge. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Qu'est-ce que ça va changer pour les Français, cette sortie de la zone rouge? Alors d'abord, c'est une très bonne nouvelle puisque depuis plus de 10 ans, la France était sous procédure de déficit excessif. Et comme pour 2017, on n'est plus à 3% de déficit excessif, mais on est passé à 2,7% et que pour les années à venir, on est également en dessous de cette fameuse barre de 3%, il est possible pour la Commission, qui s'en réjouit, de proposer que la France sorte de cette procédure de surveillance, si vous voulez. Très bien, mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que cette sortie de la zone rouge va donner une plus grande marge de manœuvre, une plus grande latitude au gouvernement français dans sa politique économique, dans sa politique de réforme? Est-ce que c'est le cas? Oui, en fait, c'est un début. Donc, on sort de cette procédure qui était dite corrective pour passer dans une procédure qui va être plutôt préventive et pour surveiller que la France évolue de manière positive, fait les réformes nécessaires, parce que cette barre des 3%, c'est une barre qu'il ne faut pas franchir, mais ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est effectivement d'arriver à quelque chose qui est proche de l'équilibre. Donc il y a encore du travail à faire et il y a surtout beaucoup à faire pour réduire la dette publique. Parce que un des gros problèmes auxquels est confrontée la France, c'est qu'elle est très endettée et en étant très endettée, ça veut dire qu'elle a peu de marge de manœuvre. Alors voilà, justement, cette sortie, c'est la question que j'allais vous poser, cette sortie de la procédure, elle est due à quoi? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'elle est plus due à la reprise économique, à la croissance, à des rentrées en fait d'argent supplémentaires, la croissance qui a généré des cotisations, des impôts, plutôt qu'à une baisse des dépenses publiques. La France reste le très mauvais élève de la zone euro dans ce domaine-là. Alors effectivement, la reprise de la croissance est une bonne nouvelle et on constate d'ailleurs cette reprise de la croissance dans l'ensemble de l'Union européenne et en particulier dans la zone euro. Donc c'est une très bonne nouvelle et que la croissance revienne parce qu'avec la croissance, on a aussi une diminution du chômage et une reprise de l'investissement. Donc tout ça est positif. Mais ces éléments positifs ne doivent pas cacher qu'en parallèle, il est nécessaire encore de réduire la dette. Et de réduire la dette, pourquoi? Tout simplement pour récupérer des marges de manœuvre budgétaires. Aujourd'hui, le service de la dette en France, c'est environ 40 milliards par an. Et avec ces 40 milliards, on pourrait faire beaucoup d'autres choses que de payer le service de la dette. Ce que vous appelez service de la dette, ce sont les intérêts de la dette. Les intérêts, exactement. Pour que les téléspectateurs exactement. Alors justement, ce retour sous cette barre des 3% n'exonère pas la France de tout effort. La France va en fait, pour être précis, rentrer dans le volet
préventif du pacte de stabilité, c'est-à-dire l'obligation d'une baisse annuelle d'1 demi-point du déficit structurel. Est-ce que ça, c'est possible, c'est faisable ou est-ce que c'est encore très contraignant ? Alors, ça fait partie des objectifs qu'il faut continuer à remplir. Là, aujourd'hui, la France, de ce point de vue-là, ne fait pas tout à fait assez. On est à 0,1, mais enfin très peu. L'objectif, c'est 0,6. Donc là, effectivement, la France doit continuer à réduire son déficit structurel. Tout ça pour dire que, bon, on a beaucoup de bonnes nouvelles, mais c'est pas terminé. Il faut continuer à faire des efforts. Il faut surtout que la France se désendette et qu'elle se désendette pour récupérer ses marges de manœuvre budgétaires. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que ça va changer pour les Français ? Si la France se désendette, en payant moins d'intérêts, elle pourra dépenser plus pour autre chose et pour des dépenses positives. La santé, les écoles, l'investissement. Et c'est vers ça qu'il faut tendre. Alors l'autre sujet majeur en ce moment au niveau européen, c'est le budget de l'Europe qui est en discussion, puisque les Anglais se retirent, bien sûr, du fait du Brexit. C'est 12 à 14 milliards d'euros en moins par an au budget européen. Est-ce que ça veut dire que les Français, que les Allemands vont payer plus, vont contribuer plus au budget européen ? Alors, effectivement, la Commission a présenté hier un projet de budget pour la période 2021-2027. Et ce budget est un budget difficile du fait du retrait du Royaume-Uni. Alors, ce retrait du Royaume-Uni, dans les propositions de la Commission, il est compensé de deux façons. D'une part, par un certain nombre d'économies, on peut y revenir, et d'autre part, par de nouvelles ressources qui sont pour partie des ressources propres que l'on va créer. Un certain nombre de propositions de la Commission pour créer de nouvelles ressources. Alors, justement, on va y venir. Nathalie Loiseau, la ministre en charge des Affaires européennes, l'a annoncé hier. Elle dit être en train de travailler à de nouvelles taxes, de nouvelles ressources, vous le dites, pour l'Union. Parmi ces nouvelles taxes, une taxe sur les grands acteurs du numérique qui pourrait rapporter les fameux GAFA, qui pourraient rapporter 5 milliards d'euros par an. Est-ce que ces nouvelles taxes, c'est une piste de travail pour vous, justement, pour la Commission européenne ? Alors, la Commission a fait des propositions pour cette taxe sur les GAFA. Ces ressources ne sont pas aujourd'hui intégrées dans la proposition de budget qui a été présentée hier. Il y a d'autres propositions qui sont notamment en lien avec la nécessité de respecter nos objectifs en matière de changement climatique. Parmi les propositions qui sont faites, par exemple pour alimenter le budget de l'Union, on a proposé d'alimenter le budget de l'Union par une part des droits de payer, en fait, ce qu'on appelle ce que les entreprises payent, droits de polluer, pardon, ce que les entreprises payent lorsqu'elles polluent. Une partie de ces taxes pourrait revenir dans le budget de l'Union. Une autre proposition que l'on fait, ce n'est pas une taxe, mais c'est de faire en sorte que lorsque on n'atteint pas ces objectifs en matière de recyclage du plastique, on ait une sorte de pénalité et que l'on paye là-dessus. Donc ça, c'est les nouvelles propositions que fait la Commission. Sur les GAFA, on a fait une proposition effectivement de taxation sur les GAFA, mais qui pour le moment, donc d'abord il faut que ça soit débattu, c'est une piste de travail, voilà. Très bien, on entend bien. Alors parmi les propositions budgétaires, il y a bien sûr toutes celles qui concernent la politique agricole commune, la PAC. On a appris hier que Bruxelles envisagerait de réduire de 5% les fonds alloués pour la période 2021-2027. Paris, bien sûr, a jugé ces propositions inacceptables. Est-ce que oui ou non, la PAC va être amoindrie dans le prochain budget ? Alors, oui, on a proposé des diminutions, mais je pense qu'il faut remettre ça dans un cadre beaucoup plus général. Qu'est-ce que fait ce budget qui a été proposé hier par la Commission ? Elle vise à faire en sorte d'abord que l'Union européenne soit capable de répondre aux défis qui se posent à elle aujourd'hui. Les défis, c'est un budget qui est plutôt un budget optimiste sur l'avenir de l'Union européenne, alors que le Royaume-Uni nous quitte. Donc on propose d'une part, je vais venir à la PAC, on propose d'une part de faire des investissements d'avenir. Par exemple, sur la recherche, on augmente de 50% les crédits sur la recherche. Ou sur Erasmus, programme auquel on est très très attachés, on veut multiplier par 2 les étudiants qui pourraient profiter d'Erasmus. Pardonnez-moi, revenons-en à la PAC
parce que on sent un discours néanmoins très tendu aujourd'hui depuis hier entre Paris et Bruxelles. La France ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs. C'est le communiqué qu'a envoyé hier le ministère de l'Agriculture français à Bruxelles. Voilà, on sent un discours, on sent des positions très radicales, un discours très tendu. Sur quel compromis pensez-vous pouvoir travailler aujourd'hui sur cette question-là? Alors, sur la PAC, très concrètement, ce que l'on propose, c'est effectivement une baisse globale de 5%. Qui est réparti d'une part entre tout ce qui est le développement rural et d'autre part les paiements directs. Quand Paris vous répond, il n'en est pas question. Alors, Paris, y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas tout à fait exactes. Par exemple, lorsque l'on dit que les agriculteurs, les petites exploitations, j'ai entendu ça dans le débat, les petites exploitations seraient très pénalisées. Précisément, ce n'est pas le cas. Ce qu'a proposé la Commission, c'est de faire en sorte qu'on a une réduction globale de 5%, qui est pour les paiements directs un petit peu inférieure, qui est 3,9%. Mais ce que l'on propose, c'est que si on est sur... dans les cas, pour les exploitations qui reçoivent le plus, on aura une limitation, un plafonnement à 60 000 € par an, ce qui permettra notamment pour les petites exploitations de garder leur niveau actuel. Et ça, je crois que c'est très important. Ce que vous nous dites, c'est que c'est une base de travail, que les discussions sont ouvertes aujourd'hui. Les discussions sont ouvertes, mais je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il est important de dire, c'est notamment cette protection que l'on veut pour les plus petites exploitations. Et d'autre part, un point qui est important également, c'est un point de flexibilité qui permettra aux États membres d'avoir une flexibilité pour transférer des crédits d'un point sur l'autre. Et donc ça, je crois que c'est très important. Le temps presse. Merci beaucoup. Merci Isabelle Gégouzeau d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous.